Vincent Chaudel, bonjour à vous sur nos ondes sur Atlantique. Bonjour. Le patron du comité suprême en charge de l'organisation de cette Coupe du Monde a déclaré que les revenus de cette Coupe du Monde atteindraient environ 6 milliards de dollars d'après les estimations de la FIFA. Donc c'est un élément, c'est un chiffre. La Coupe du Monde, c'est également des revenus, des annonceurs, c'est également une organisation, des fédérations, des budgets alloués. Ce sont toutes ces questions-là que je voulais vous soumettre, Vincent Chaudel. Pour commencer, en termes d'organisation pour le pays qui accueille ce rendez-vous planétaire, cette fête du football mondial, Vincent Chaudel, dites-nous ce que ça représente comme effort budgétaire et ce que ça a pu représenter en termes d'infrastructure, mais également d'accueil pour un pays comme le Qatar, Vincent Chaudel. Alors, d'une façon générale, accueillir une Coupe du Monde, ça se compte en milliards d'euros d'investissement. Mais cette Coupe du Monde au Qatar, elle est en dehors de toute proportion parce que il y a entre 6 et 8 milliards d'investissements dans les stades. Il y a eu 8 stades construits. Donc ça, c'est déjà un investissement qui est supérieur aux autres Coupes du Monde qui ont pour habitude de capitaliser sur des stades existants, ce qui n'était pas vraiment le cas dans ce cas précis. Et c'est surtout... moi, j'ai tendance à dire qu'une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques ne sont pas là pour gagner de l'argent, mais pour faire gagner du temps. Et en l'occurrence, le Qatar, en accueillant cette Coupe du Monde, gagne beaucoup de temps dans sa réputation internationale, dans la capacité du monde à situer ce pays sur la carte, et aussi en se dotant d'un vrai outil de développement de l'économie du tourisme. Aujourd'hui, jusqu'ici, le Qatar a été connu pour être mono-industrie, avec le gaz, avec l'énergie, mais principalement le gaz. Après cette Coupe du Monde, il aura multiplié par 4 sa capacité d'accueil en termes de chambres d'hôtels. Il aura augmenté sa capacité d'accueil en termes d'aéroports. Et il va pouvoir concurrencer son voisin, Dubaï, dans sa capacité à faire venir un tourisme, on va dire VIP, un tourisme de luxe, et qui développera un autre pilier de son économie. Oui, et d'ailleurs, les pays voisins espèrent effectivement également tirer leur épingle du jeu, puisqu'ils se préparent tous, l'Arabie Saoudite, vous l'avez cité, les Émirats Arabes Unis, à soutenir l'effort de capacité d'accueil des touristes étrangers qui voudraient participer, en tout cas être présents lors des compétitions. C'est parce que même si cette capacité aura été multipliée par 4, elle est insuffisante par rapport au nombre de touristes. On parle déjà de 3 millions de billets vendus pour cette Coupe du Monde, 3 millions de touristes associés finalement, qui vont rester bien au-delà d'une seule nuit pour un match. Donc ça fait une capacité d'accueil qui est un besoin de chambres d'hôtel supérieur à la capacité d'accueil. Et évidemment que ça va bénéficier aux voisins. Pour que ça bénéficie aux voisins, il fallait augmenter le nombre de vols. Donc ça a un impact sur le tourisme aérien, sur le trafic aérien. Mais au-delà de tout cela, ça veut dire qu'on parle actuellement d'un investissement global. Et quand je dis global, encore une fois, ça va bien au-delà des stades. Ça se compte autour des 200 milliards de dollars. C'est vraiment considérable, et tout particulièrement pour cette Coupe du Monde au Qatar, comparativement aux investissements qui étaient précédemment consentis par les autres pays organisateurs. S'il fallait donner juste un ordre de comparaison, les précédentes, et en l'occurrence la Coupe du Monde en Russie... Le Brésil ou la Russie, on est dans la quinzaine de milliards de dollars. Mais on est sur des pays qui ont déjà l'essentiel des infrastructures. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas chercher à regarder si la Coupe du Monde peut gagner de l'argent au Qatar. La FIFA elle va gagner de l'argent au Qatar, ça c'est sûr. Le Qatar, lui, va gagner un nouveau pilier de son économie. Et ça, j'aurais tendance à dire que pour lui, ça n'a pas de prix. Si on regarde les 32 nations qualifiées, eh bien, la Coupe du Monde va concerner 1,6 milliard d'habitants sur la Terre. Oui, il y a effectivement des investissements consentis par les États, le pays organisateur, en l'occurrence le Qatar cette fois-ci. Il y a également un budget alloué par les fédérations qui permet aux équipes, aux techniciens, aux préparateurs, aux joueurs également de se préparer dans les meilleures conditions aux compétitions. On n'a pas véritablement idée de ce que ça représente économiquement. Les pays participants, les 32 nations participantes, se préparent, bien entendu. Il y a des budgets. Est-ce qu'on a une idée, je le disais, des sommes
sommes qui sont allouées comme investissement pour soutenir les équipes nationales dans tous les aspects de la préparation effectivement à ces compétitions. C'est très variable d'une nation à l'autre. Et puis il y a une partie de ces frais qui sont pris en charge finalement par la FIFA, puisqu'il y a des dotations. La FIFA prévoit de reverser aux membres, aux équipes participantes, jusqu'à 440 millions de dollars. Donc ça sera lié à la performance, bien évidemment. Il y a plus d'argent pour le vainqueur que pour le perdant, que pour l'éliminer au premier tour. Mais la Coupe du Monde 2018, par exemple, avait rapporté quelque chose comme 35 ou 40 millions de dollars à la Fédération française de football. Évidemment que la préparation de cette Coupe du Monde lui avait coûté beaucoup moins cher. Derrière cette préparation, il y a le salaire du sélectionneur et de son staff. Il y a aussi les stages de préparation et surtout le choix des hôtels ou des camps de base, c'est-à-dire des camps d'entraînement pour l'équipe nationale. Et donc là, évidemment, quand vous êtes une équipe favorite comme peut l'être le Brésil, l'Argentine ou la France, ou quand vous êtes l'invité de dernière minute que peut être, je sais pas moi, avec tout le respect que l'on peut avoir, la Serbie ou la Corée du Sud ou l'Iran, qui sont des nations qu'on n'attend pas nécessairement dans le dernier carré, eh bien vous allez peut-être avoir un choix de camp de base moins luxueux ou avec moins d'options. Voilà, maintenant ça se compte clairement en millions d'euros ou de dollars, parce que globalement c'est à peu près la même chose désormais. Et on ne peut pas donner le montant de façon précise, puisque ça va dépendre aussi de la performance de l'équipe, juste pour la phase de poule, ou si elle va. Pour ce qui est des fédérations favorites, vous l'avez souligné, il y a le Brésil, l'Argentine, la France peut-être cette année. Pour le Maroc, en l'occurrence, il y a un budget et un effort budgétaire qui est consenti, qui n'est pas négligeable relativement au pouvoir d'achat. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça coûte pour des fédérations qui ne sont pas parmi les dernières nations à investir dans le football, mais qui ne sont pas non plus dans les premières nations favorites et qui espèrent peut-être participer aux phases finales de la Coupe du Monde? Là aussi, ça va dépendre de ce que l'on veut mettre dans l'addition. Si on veut mettre le salaire, par exemple, Vaïd Ayozi, qui était le sélectionneur jusqu'ici, était des sélections africaines, celui qui avait le plus gros salaire, qui était autour du million d'euros. Si on y ajoute son staff, si on y ajoute l'hôtel de l'équipe nationale et la privatisation de son hôtel, eh bien, on peut facilement imaginer que c'est un budget qui est autour des 5 à 10 millions d'euros. Les fédérations européennes ont, et vous allez nous donner des précisions là-dessus, les sélectionneurs les mieux payés de la compétition, Vincent Chaudel. Oui. Si on prend le cas de Didier Deschamps, il est autour de 4 millions d'euros et autour de 4 millions d'euros, il est sur le podium. Les sélections les plus généreuses sont les Allemandes et les Anglais, qui sont autour de 6 millions d'euros. Et les moins généreuses? Les moins généreux, le moins généreux, c'est le voisin tunisien, la Tunisie, qui est autour de 150 000 euros. Le Sénégal est autour de 300 000 euros. Et le Cameroun, 350. Si on prend en considération le salaire et la rémunération, il faut dire que le cas tunisien, c'est un cas un peu particulier, c'est un entraîneur local. Et il est vrai que les fédérations africaines, peut-être sont-elles un peu moins bien dotées financièrement. Et il y a une tradition du football européen que l'on connaît, et une tradition aussi de palmarès important. Ça va au-delà du palmarès, c'est aussi le reflet de marchés locaux en termes de droits télé, en termes de sponsoring. Évidemment, quand vous avez des partenariats, si on prend le cas de Nike avec la Fédération française de football, on est sur un contrat de 50 millions d'euros. Donc avec 50 millions d'euros, vous pouvez avoir la fédération, son budget en France, ça doit être de l'ordre de 250 millions d'euros à peu près. Dont les 3/4 proviennent des partenariats et des droits télé. Forcément, ces droits télé et ces partenariats sont liés à l'équipe nationale et l'équipe nationale masculine. Et donc, ça lui donne des moyens et l'on bénéficie, associés. Dernier aspect qu'on voulait aborder avec vous, Vincent Chaudel. À grands traits pour un annonceur, dites-nous ce que représente la Coupe du Monde en quelques chiffres. En quelques chiffres, c'est souvent plus que des chiffres,
ça se joue effectivement en investissement publicitaire. Donc déjà, vous avez acheté les droits de sponsoring. Si je reprends encore le cas de la France, les sponsors de l'équipe de France payent entre 5 à 10 millions d'euros pour être partenaire de l'équipe de France. Donc c'est déjà un achat de droits. Puis après, vous avez un coût de production de vos campagnes publicitaires, les spots publicitaires ou l'affichage. Vous avez bien évidemment par rapport à ça accès aux joueurs, vous avez le droit, ce qu'on appelle le droit à l'image collective, c'est-à-dire que vous avez le droit de sensibiliser, de mobiliser quelques joueurs. C'est d'ailleurs ce qui a fait polémique autour de Kylian Mbappé au printemps dernier. Et puis, vous avez l'achat d'espace. On a ce qu'on appelle la règle du 1+1. 1 euro pour acheter des droits, 1 euro pour les exploiter. En gros, si je mets 5 millions d'euros pour être le partenaire, il y a de fortes chances que je mette 5 millions d'euros dans l'achat d'espace pour le faire savoir. Il y a aussi, en termes d'audience, j'imagine un retour sur investissement. Quelles sont les audiences auxquelles on peut s'attendre pour des compétitions comme la Coupe du Monde? Alors, c'est la force d'une Coupe du Monde et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de débats autour du boycott. Je ne crois absolument pas au boycott et tout ce qui est élément tendanciel tendent à démontrer que je ne me trompe pas à ce niveau-là. Le Super Bowl aux États-Unis, sur le premier week-end de février, réunit 100 millions de téléspectateurs. Voilà pourquoi 30 secondes de publicité à ce moment-là aux États-Unis vaut plus de 5 à 6 millions de dollars. Il n'y a que le sport capable de réunir autant d'individus et voilà pourquoi les annonceurs, quoi qu'on en dise, restent intéressés et engagés dans ce genre de compétition. Oui, j'entends bien. Et ça, c'est à l'échelle de chaque pays. Simplement, si on cumule les audiences de tous les pays, on arrive, j'allais dire... à 3 milliards et demi. À 3 milliards et demi. On attend 3 milliards et demi. Si on veut avoir les grands chiffres de la Coupe du Monde, ça va être un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards et demi pour la FIFA. Ça va être 3 milliards et demi de téléspectateurs. C'est 3 millions de billets vendus. Ce sont des chiffres qui sont en dehors de toute proportion. Oui, vertigineux. Ce sera peut-être sur cet aspect-là qu'on conclura cette interview. Fort intéressant. Je vous remercie grandement pour le temps que vous nous accordez, Vincent Chaudel. Toujours un plaisir. Vous êtes expert en communication et en sport business, cofondateur de l'Observatoire de l'économie du sport.